Allons-y. Donc, première chose que je vais faire ici, je vais aller créer une nouvelle base de données. On a vu rapidement la session dernière que dans Visual Studio, on pouvait interagir avec les bases de données de deux façons. En fait, on a vu deux façons, mais on peut interagir de plus de deux façons. On peut y aller en ADO.NET, on peut y aller en Link to SQL, ou on peut y aller en ce qu'on appelle le Entity Framework. Donc, cette session-ci, on va repasser en détail les deux premières technologies et on va approfondir aussi la troisième, puisqu'elles font partie des compétences officielles de ce cours-ci. Donc, Add New Item et dans l'onglet Data, j'ai évidemment SQL Database, Link to SQL Class et ADO.NET Entity Data Model. Je peux aussi avoir des fichiers XML et d'autres ressources supplémentaires. Tout ce que je trouve ici peut me servir de source de données pour du data binding. Donc, je vais faire quelque chose de rapide, qu'on connaît tous. Je vais utiliser le serveur SQL local qu'il y a sur notre machine avec l'installation de Visual Studio. Et ma base de données va s'appeler magnifiquement base de data. Parfait. Donc, j'appuie sur Add et on me dit que ma base de données ne peut pas juste flotter dans l'espace comme ça. Elle doit être sauvegardée dans un dossier particulier. Donc, j'appuie sur Yes et le dossier AppData est créé avec un fichier .mdbf. Si je double-clique sur ce fichier, on va voir quelque chose de magique se produire dans l'explorateur de serveur. Donc voilà, j'ai une base de données qui existe et qui est complètement vide à ce stade-ci. Donc, je vais créer une petite table toute gentille. Cette table, mes chers amis, contient l'information qu'on espère dans quelques secondes récupérer de la base de données et afficher dans notre interface usager. Ça va? Donc, si dans un laboratoire à venir, je demande par exemple que en cliquant sur le bouton anglais ou le bouton français, ben, le langage de votre site change. C'est parce qu'on a les traductions en français et en anglais quelque part dans une table. On va aller les récupérer pour venir remplir les trous qu'on aura laissés prévus à cet effet dans notre interface usager. Ça va? Exemple de manipulation qu'on fera dans quelques temps. Donc, je vais pas trop me compliquer la tête ici avec ma table. Nom, prénom, âge. Je fais un exemple générique et vous allez l'adapter à l'énoncé de laboratoire. On n'aura pas un menu nom, prénom, âge. On s'entend là-dessus. Donc, le nom, je vais le mettre de type texte. Le prénom, mettons-le de type texte. Et l'âge, mettons-le de type integer. Donc, j'ai ma table et ici, c'est une bonne idée de renommer sa table avec un autre nom que table, puisque table est un mot-clé SQL. Ça risque de créer des problèmes plus tard. Donc, je vais l'appeler, tiens, info, tout simplement. C'est le nom de ma table. Donc, je l'ai fait graphiquement, mais tout ça peut être fait manuellement aussi. On va générer cette table en appuyant sur le bouton Update et en appuyant sur le bouton Update Database. Si tout se passe bien, on devrait avoir du vert ici. C'est le cas. Donc, si je rafraîchis le dossier table, refresh, j'ai une table avec les différents champs qui m'intéressent. Une table avec les différents champs qui m'intéressent. Donc, juste une petite parenthèse, Visual Studio n'est pas un serveur de base de données. Visual Studio vous donne accès à quelques outils vous permettant de manipuler la base de données. Si vous voulez avoir le contrôle complet sur le serveur SQL qu'il y a sur votre machine, on peut y aller en ligne de commande ou il y a un outil gratuit, si je me trompe pas, de Microsoft qui s'appelle SQL Microsoft SQL Management Studio, SQL Server Management Studio, ça va, qui ressemble un peu à l'environnement graphique que vous connaissez sur Oracle ou etc. Fin de la parenthèse. Donc, pour mon exemple,
Pour mon exemple, je fais une vidéo, vous pouvez faire rewind et fast forward sur le vidéo. Ça va? Je ne vais pas répondre dans le vidéo présentement. Ça va. Si vous voulez que ce soit clair et limpide. Sinon, ça ne vaut pas la peine que je fasse une vidéo. Je vais juste répondre aux questions. Donc, ce sera coupé au montage. Ça. Donc, je vais faire le bouton droit sur Info et Show Table pour être capable d'aller insérer des données dans ma fameuse table. Parce que la première démo qu'on veut faire, c'est récupérer, donc faire un select et afficher dans l'interface usager. Donc, ça me prend des infos dans ma base de données. Donc, mon ID était integer par défaut. Évidemment, Toto. Tata. 34 ans. 2. Tutu. Titi. 19 ans. Et complétons le trio, pardon. Tatou. Tétu. 25 ans. Magnifique. On rafraîchit la base de données. Nos informations sont toujours là. Donc, j'ai une base de données et maintenant, en quelques clics, voyons ce qu'est le data binding. Ça va? Ce qui était décrit rapidement dans le document que je vous ai demandé de regarder la semaine dernière. Le data binding, c'est magnifique, c'est magique, c'est configurable, mais ce n'est pas aussi puissant que de développer son propre algorithme. Mais regardons quand même ce que ça fait rapidement. Donc, j'ai ma base de données, je vais retourner sur mon web form, je vais aller en mode design et il y a plusieurs contrôles qui permettent le data binding. Si je fais apparaître ma boîte à outils, donc, si je prends par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Tiens, un combo box par exemple. Oups. Ouais. Hey. Voilà, ça commence. Un list box, excusez. Donc, je vais mettre le list box juste ici. Et si on regarde bien sur mon list box, on a edit item qu'on connaît déjà de la programmation desktop où je peux rentrer à la main les items qui vont apparaître dans mon menu. Mais j'ai choose a data source. Donc, je peux choisir une source de données. Un fichier, une classe link to SQL, une base de données, un fichier XML, etc., etc. Donc, je vais dire que je veux créer une nouvelle source de données. On me demande de quel type. C'est une base de données SQL que j'ai fait. C'est ce que je sélectionne. Et présentement, on me présente la seule base de données qu'il y a sur mon système, celle qu'on a créée il y a quelques secondes. On crée une nouvelle connexion. Oups, excusez-moi. Donc, voici la connection string. Voici la chaîne de connexion qui va me permettre de me connecter à cette base de données. J'ai écrit aucune ligne de code encore. Le code, il est en train de s'écrire automatiquement pour moi en arrière-plan. C'est le même code qu'on va écrire à la main tout à l'heure, mais amélioré pour nos besoins. J'appuie sur Next. J'appuie sur Next. Et regardez comment c'est gentil. Regardez ma belle interface. On me dit que dans mon listbox, parce que c'est un listbox que j'ai choisi, ben, qu'est-ce que je veux faire apparaître? Le nom des éléments qui proviennent de ma source de données, ou le nom et le prénom, ou le nom et le prénom et l'âge. Je peux même créer des clauses where. Je veux faire apparaître le nom et le prénom là où l'ID est inférieur à 15. On est capable de faire tout ça ici. Il va générer la requête SQL pour nous. Donc, je vais faire un exemple simple. Si je clique tout ce qu'il y a ici, regardez comme c'est gentil Visual Studio. Je fais Next, je fais Test Query et voici de quoi aura l'air mon list view dans quelques secondes. On est capable de faire tout ça à la main. Mais si c'est une requête simple, qui n'est pas trop compliquée, ben, pourquoi se casser la tête? L'outil nous facilite ou accélère notre travail. Ça va? Donc, évidemment, je veux pas tout ça dans un list box. Donc, je vais reculer d'un pas et je vais afficher seulement les noms. Donc, Next. On peut la tester pour être sûr que ça donne ce qu'on veut. On fait Finish. On fait OK. Lançons l'application.
éventuellement, voilà du data binding. Ça va? Je répète, je n'ai écrit aucune ligne de code. Ça va? Donc, vous payez sûrement pas 2000 et quelques dollars par session là, pour ne pas écrire une seule ligne de code. C'est magnifique le data binding, mais on veut comprendre comment ça marche. Donc, je peux faire la même chose avec un grid view. Un grid view qui a un contrôle sous forme de grille, ou si je veux afficher tout le contenu d'une table, je peux le faire. Je peux faire la même chose avec un text box. Je peux faire la même chose avec n'importe quel contrôle qui a quoi. Vous voyez le petit, la petite flèche là qui est dans le coin supérieur ici? Ça va? La petite flèche qui est en haut là? Ça ici? Ça va? Avec n'importe quel contrôle qui a ça et qui a l'option Choose Data Source, je suis capable de faire du data binding. C'est bon? Donc, faisons-le nous-mêmes. Ça va? Donc, je vais retourner en background et je vais afficher les mêmes informations dans mon list box qui se trouve ici. Ça va? Donc, ça me prend une connexion vers la base de données, il faut que j'exécute une requête, etc., etc. Donc, commençons d'abord par essayer de récupérer l'information côté serveur et ensuite essayons de voir comment est-ce qu'on peut la ramener côté client. Et encore là, je suis en ASP C# pur. Il n'y a pas de JavaScript, il n'y a pas de jQuery, il n'y a pas d'Ajax à ce stade-ci. Donc, je vais aller côté serveur. Je vais juste double-cliquer n'importe où sur mon formulaire. Ça me ramène en background dans le fichier aspx.cs qui est le code associé au fichier ASPX. Ça va jusque-là pour tout le monde? Good. Donc, je vais me connecter à une base de données SQL Server. Donc, ça me prend le bon driver, ça me prend les bons outils, ça me prend les bonnes classes. Par défaut, tout projet web et desktop ne parle pas une base de données. Donc, dans les librairies ou les namespaces qui sont chargés ici en haut, on n'a rien par défaut, sauf le link peut-être, qui nous permet de parler de manière native avec une base de données. Donc, je vais rajouter un using system.data. Et j'ai toute une famille de classes qui héritent tous d'une classe abstraite. Donc, on les avait vus rapidement la session dernière, mais laissez-moi les répéter. ODBC, OLEDB, SQL, SQL client, SQL type. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est SQL client. Pourquoi? Parce que sur votre ordinateur avec Visual Studio, vous avez une base de données SQL Server Express, version allégée. Et pour se connecter à ça, ça nous prend les classes qui sont dans le namespace SQL Client. Si vous aviez une base de données SQL Server complète, ça prendrait SQL. Si vous voulez parler à Access, ça prend ODBC. Si vous voulez parler à Oracle, ça prend ODBC, etc., etc. Donc, voici ce qui va m'intéresser. Pour me connecter à ma base de données, j'ai besoin d'une, j'ai besoin d'une connexion. Donc, rapidement, SQL connection con égale new SQL connection et j'ai besoin de passer ma chaîne de connexion. La même chose que vous faisiez en PHP quand vous passiez votre URL, votre username, votre password. Sauf que on est dans Visual Studio. Visual Studio est notre ami, donc Visual Studio va nous permettre de faire ceci. Je vais sur ma base de données et là, encore une fois, ma base de données est hostée localement sur ma machine. Mais si elle était hostée de manière distante, à travers la même interface, je pourrais aller pointer dessus et récupérer. Je vais juste fixer mon panneau de propriété. Je vais cliquer sur ma connexion et j'ai accès à ce qu'on appelle la connection string, la chaîne de connexion. Donc, je vais la copier et je vais venir la placer ici dans une magnifique string.
OK. Donc, le A commercial qui précède, c'est un truc qu'on a donné les sessions précédentes, c'est que dans une string, quand j'ai des backslash, c'est un chemin. Normalement, les backslash dans un chemin, elles doivent être escape. Je devais avoir backslash, backslash. Donc, en C# et en VB.NET, si on met un A commercial devant la string, le compilateur le fait automatiquement pour nous. Ça va? Donc, j'ai ma chaîne de connexion. Maintenant que j'ai ma chaîne de connexion, j'aimerais exécuter une requête. Pour exécuter une requête, ça me prend un véhicule pour transférer ou amener cette requête jusqu'à mon fameux serveur. C'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Donc, SQL commande. CMD pour commande égale new commande. Et ici, je vais écrire ma requête SQL qui est un select. On va tout récupérer. Select étoile from info qui est le nom de ma table. En fait, je vais pas tout récupérer pour mon exemple. Le premier ID, c'était 1 que j'ai mis si je me trompe pas. C'est ça? Select étoile from info where ID égale 1, tout simplement. Pardon? Oui, il est avec I majuscule, juste ici. Ça va? Donc, j'ai ma commande. Maintenant, je veux ouvrir ma connexion vers ma base de données. Et excusez-moi, une requête, ça prend aussi une connexion en paramètre. Donc, je vais exécuter ma requête et le résultat pourrait être 0, 1 ou une infinité d'enregistrements, encore une fois. Donc, ça me prend un objet spécial pour ça, comme on l'a vu rapidement la session dernière. Donc, ça va me prendre un SQL data reader que je vais appeler reader égale. On prend notre commande et pour un select, c'était execute reader. Pour un insert, update, delete, c'est un execute non-query qu'on utilisait. Donc, voilà. Pas end, excusez-moi, mais bien execute. Execute reader. Voilà. Donc, tout ça, c'est magnifique, mais j'ai oublié d'ouvrir ma connexion avant d'essayer d'exécuter la requête. Donc, ma fameuse connexion .open. Parfait. J'ai ouvert ma connexion et tout ce code, évidemment, il peut exploser parce que ma requête peut réussir tout comme ma requête peut échouer. Donc, la bonne pratique de programmation est de mettre tout ça dans un bloc try, catch, et dans le bloc finally, on ferme notre connexion. Je répète que là, on fait du ADO.NET, mais on pourrait faire les mêmes requêtes en Link2SQL ou en Entity Framework qu'on verra plus tard. Donc, je vais y aller comme ceci. Donc, try. On va ouvrir. Catch. Exception. X. Parfait. Et on a notre finally. Magnifique. Et dans le finally, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer notre connexion. Et tout le code que j'avais ici, je vais le couper et je vais le déposer là. Maintenant, ici, j'exécute ma requête. Il me reste à récupérer le résultat. Ce résultat, je veux le récupérer et je veux le renvoyer dans mon interface usager. Donc, voici le tour de magie, version 1. J'ai dit que je voulais tout récupérer, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le nom, le prénom et l'âge. Ça va? On avait combien
On a 3 éléments, on a 4, ok, récupérons tout. On a 4 éléments. Donc, parfait. Donc, ok, nom, prénom, on va ignorer le dernier élément. Donc, je vais venir ici quelques secondes. Public. String, nom, virgule, prénom. Et je vais rajouter un public, int. Ah, je remarquais, j'aurais pu les mettre privés. Ou même mieux, j'aurais pu créer un objet, ça va, contenant ces 3 attributs. Mais pour les fins de la démonstration, j'y vais avec des variables tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on récupérait le résultat d'un select? Comme dans n'importe quelle autre technologie où on interagit avec la base de données dans une boucle while. Donc, while mon reader.read, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la chose suivante tout simplement. Je vais, parce que je sais qu'il n'y a qu'un enregistrement qui va avoir cet ID, donc je peux tout simplement écrire nom égale reader crochet, et là c'est important d'écrire correctement la clé comme le nom du champ correspondant dans la table. Donc, non. C'est un objet qui m'est retourné et je veux l'interpréter en une string. Donc, je vais copier la même ligne, CTRL-C. Ça va devenir prénom, prénom, et ici, c'est pré, et ici, on va avoir âge, avec une petite différence. Je ne veux pas convertir ça en string, l'âge, mais bien en un integer. Donc, âge. Magnifique. Et convert point to int. Voilà. Convert point to int. Ah, pardon. Merci. 2 points bonus. Oui. Oui, on peut faire ça aussi. Donc, c'est bon, j'ai pas pensé à le mentionner. Donc, oui, on peut écrire l'index du champ qu'on veut récupérer, mais c'est moins user-friendly que d'écrire le nom. Ça va? Parce qu'avec le nom, on n'a pas besoin d'avoir notre diagramme de base de données à côté de nous pour nous rappeler que le champ 0, c'est le nom, etc., etc. Donc, là, j'ai besoin de prendre ces informations et de les retourner côté client. Donc, j'ai confiance à mon code. Je suis pas mal sûr qu'on n'a pas fait une erreur de syntaxe ici et que ça ne devrait pas exploser. Donc, si on regarde le code, en sortant de notre boucle while ici, qui ne va tourner qu'une seule fois, parce qu'on a qu'un élément avec l'ID 1, le nom, prénom et l'âge ici devraient avoir récupéré l'information de notre base de données. Maintenant, rappelez-vous, et c'est très important, le code qui se trouve ici et le code qui se trouve ici font en réalité partie de la même classe. C'est le même fichier. D'où le mot partial qu'on voit ici. Ça va? Donc, le fichier webform 1.aspx et webform 1.aspx.cs représentent la même classe, le même objet. Si c'est la même classe, donc le même objet, les variables qui sont ici devraient donc être accessibles ici. Et voici comment elles le sont. Pourcentage. Non. Et non.
oups. Âge. Donc, ceci, plus petit pourcentage égal est ce qu'on appelle une expression. Donc, ça donne quoi? C'est comme si dans votre interface usager, dans votre webform 1.aspx, vous ouvriez un portail qui vous permet d'aller chercher les variables globales qui ont été déclarées dans la classe en arrière, dans le fichier .cs. Donc, j'ai accès directement. Oui, c'est ce que je viens de dire, un portail. C'est le même fichier. C'est le même fichier, ça marche aussi. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit, j'aurais pu les déclarer privés, je les ai juste déclarés publics. Donc, exécutons cette histoire-là. Peut-être juste avant, retournons, parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis dans la base de données, 1 Toto Tata 34. Ça va? Donc, en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Donc, lançons cette magnifique application et croisons les doigts. Serons-nous comblés? Nous sommes comblés. C'est pas magnifique? Ça va? Donc, je vais poser ce vidéo. Donnez-moi quelques secondes. Ce que ça a posé.